question s'adresse donc à Alain Soral. Vous faites référence à la Révolution dite française et aux droits de l'homme. Souvent pourtant, cette révolution a été faite pour détruire la France, fille aînée de l'Église, et apporter les francs-maçons au pouvoir. Ne pensez-vous pas que le combat est un retour au vrai catholicisme? Je pense que tu as déjà répondu partiellement à cette question. Oui, ça c'est un des chantiers sur lesquels on est depuis des années, c'est que les Français se sentent, pour des raisons d'éducation depuis 2 siècles, assez républicains et assez... on va dire catholique culturel, parce qu'effectivement, ils sont dans ce bain depuis très longtemps. Et si vous dites ex-abrupto, en fait, la Révolution française est une escroquerie, il faut revenir au roi et à l'Église, c'est trop brutal, ils comprennent pas. Ils vous disent, parce que pour eux, l'Église, c'est la réaction, la pédophilie aujourd'hui, et le roi, c'est le méchant roi. Alors pour ça, on a le travail de Marion Sigaud, parce qu'on a quand même chez AER des gens qui font le boulot dans leur domaine. Et Marion Sigaud, qui est une spécialiste du XVIIe et XVIIIe siècle, vous explique bien que le roi faisait un peu l'arbitre entre la noblesse et le peuple, hein, c'est-à-dire le tiers-état, parce que il maintenait l'équilibre entre les deux, et il était plutôt le mec qui protégeait les intérêts du peuple, hein, du tiers-état, du peuple du travail, contre les abus possibles de la noblesse. C'était son rôle, en fait, comment dirais-je, d'arbitre et d'équilibrateur, et que l'Église aussi avait une fonction, n'oubliez pas, que c'était évidemment la religion, mais c'était aussi l'éducation et la médecine, faut pas oublier, hein, ça on oublie souvent, et que ça s'appelle la tripartition fonctionnelle, hein, chez Dumézil, et que ça fonctionnait à peu près bien. Mais les gens qui ont viré le roi et viré l'Église, qui peut-être d'ailleurs étaient dans des phases un peu de pourrissement et de dégénérescence depuis, on l'a expliqué tout ça, Louis XIV, Versailles, la vénalité des charges avec ce qu'on appelle les Robins, c'est-à-dire la noblesse de robe qui étaient des bourgeois déguisés en nobles, etc. La montée du commerce par rapport à la terre, c'est-à-dire avec les manufactures, c'est-à-dire le pouvoir du capital par rapport au pouvoir foncier. Vous voyez, tout ça, c'est des analyses profondes qu'il faut faire, fait que, à un moment donné, le fruit était un peu pourri et qu'il est tombé assez facilement. Mais les braves gens aujourd'hui pensent que le roi, c'est un espèce de Macron, un dégénéré décadent qui s'amuse à manger les petits enfants. Il comprend pas en fait sa fonction réelle. Historique et importante, et il pense que l'Église, en fait, il pense que c'était le marquis de Sade, quoi. Vous voyez, on voit très bien pourquoi le marquis de Sade a été très mis en avant dans les années 70, parce qu'on voit toujours un noble et un religieux violer des gosses cachés dans un château, et c'est-à-dire on ne retient que la tartufferie, vous savez, le mensonge, alors qu'en fait, il y avait quand même une réalité fonctionnelle qui a duré des siècles et des siècles. Ce qu'il faut répondre à ça, à part se cultiver, c'est que la monarchie théocratique a fonctionné, on va dire, du baptême de Clovis jusqu'à la Révolution française. En termes de durée, c'est du 5e au 18e siècle, c'est ça ? Ça fait combien de siècles ? 14 siècles, un truc comme ça. Et qu'en fait, la bourgeoisie des droits de l'homme, qui est en fait le capitalisme habillé des droits de l'homme, ne fonctionne de façon chaotique que depuis 2 siècles et des brouettes. C'est-à-dire que il est très possible que dans quelques décennies, ça se soit effondré aussi sur ces contradictions. Alors, rappelons bien que l'Action française de Maurras, c'était un type qui, en analysant les contradictions et les échecs de la République, disait qu'il fallait revenir à ce qu'il appelle le nationalisme intégral, qui était de remettre un roi et l'Église au pouvoir, alors qu'il n'était pas noble et qu'il n'était même pas religieux. Donc en fait, le danger, c'est de tomber dans ce qu'on appelle la réaction, c'est-à-dire de revenir en arrière. On ne revient jamais en arrière. Mais par contre, on peut déduire de l'analyse des contradictions du mensonge bourgeois et du mensonge des droits de l'homme et des contradictions ingérables du capitalisme, que peut-être finalement des systèmes de longue durée avec des êtres collectifs, c'est-à-dire l'Église et la noblesse, sont des systèmes qui sont plus pérennes pour gérer un collectif sur la longue durée que des choses qui ressortent de l'individualisme et de la lutte de tous contre tous. Mais ça, c'est des vrais sujets profonds qu'il faut amener progressivement. Hein. Sinon, ça peut pas marcher, parce que c'est comme les gens qui sont païens. Je vais digresser aussi. Il y a des gens qui disent oui, le pouvoir juif, et malheureusement, avec le Christ, même si c'est un juif antisémite, on est dans un bain avec la confusion de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, qui fait que pour sortir de cette merde, il faudrait totalement revenir au paganisme. Et alors les mecs, ils ont un marteau de Thor, etc. Je dis oui, c'est pas faux d'un point de vue théorique. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'assises païennes en France depuis la romanisation de la France celte par César. Parce que très vite après César, on a eu l'Empire christianisé, le baptême de Clovis, etc. Et le problème de la politique, il faut s'appuyer sur ce qui existe. Quand vous dites la France devrait devenir païenne,
et d'ailleurs européenne, c'est-à-dire antinationaliste, anti-chrétienne. Sur le papier, c'est vrai que c'est peut-être pas faux, mais ça s'appuie sur rien de réel historiquement et socialement. Et la politique, c'est faire levier sur ce qui est, c'est-à-dire jouer sur le réel. C'est pas s'amuser sur un tableau noir en disant si Napoléon avait pas fait ça et ça, il aurait gagné Waterloo et on aurait baisé les Anglais. Malheureusement, on est sur des conditions réelles qui fait que ça a été perdu, et une fois que c'est perdu, c'est comme ça. Et les gens qui sont dans les abstractions pures, qui trouvent très élégantes ou très justes d'un point de vue abstrait, ne comprennent pas fondamentalement ce qu'est la politique. La politique, c'est faire avec ce qui est. Hein, et moi, par exemple, aujourd'hui, il y a les gens qui me disent vous devriez en faire plus avec ER, pourquoi vous faites pas la révolution, etc. Je dis parce qu'on est dans le réel qui nous est imposé, et que déjà faire une réunion comme ça, c'est non seulement c'est difficile, mais c'est le maximum qu'on peut faire dans le réel. Au-dessus, c'est la prison immédiate. Et c'est la réunion n'a pas lieu, parce que si d'un seul coup, au lieu de louer cette salle, je loue le vélodrome et je machin truc, et ben les flics arrivent, vous êtes tous arrêtés en garde à vue, vous voyez. Et comprenez bien que la politique, c'est comprendre le réel et agir sur le réel pour le faire bouger, hein, évidemment le faire bouger. Mais c'est le principe des leviers, vous savez, le principe d'Archimède. Vous faites levier sur ce qui existe. Et malheureusement, revenir à la monarchie théocratique sur un claquement de doigts dans une France qui est républicaine depuis 2 siècles, c'est pas possible parce que les gens sont attachés à la République, parce que pour eux la République c'est l'égalité citoyenne, alors qu'avant c'était l'inégalité aristocratique. Ils avaient oublié qu'il y avait l'anoblissement, ils avaient oublié qu'il y avait le tiers-état, ils avaient oublié qu'il y avait le corporatisme, c'est-à-dire en fait des tas et des tas de contrepoids au pouvoir qui n'a jamais été, on va le dire, l'absolutisme n'a jamais existé. Même Louis XIV avait des contre-pouvoirs bien supérieurs. Il avait le pouvoir en gros de Trump, vous voyez, hein, c'est-à-dire un pouvoir en apparence assez absolu, mais avec des contre-pouvoirs dans tous les sens. Hein. Et encore, c'est lui qui a représenté le plus gros pouvoir monarchique de toute l'histoire de France. Hein, voilà. Louis XV a déjà infiniment moins de pouvoir, et Louis XVI, vous n'avez qu'à voir, le pauvre, voilà. Mais tout ça, c'est un travail, toujours pareil, de pédagogie, d'histoire non manipulée, non falsifiée, et comme l'a dit George Orwell, celui qui maîtrise le présent maîtrise le passé, et celui qui maîtrise le passé maîtrise l'avenir. Vous voyez ? C'est que le pouvoir de vous dire ce que c'est que l'histoire. Et vous inventez, vous trichez toujours, et vous falsifiez toujours, et vous truquez toujours une histoire qui vous légitime en tant que pouvoir actuel. Et malheureusement, nous sommes dans l'histoire républicaine depuis des siècles. Et moi, avant d'arriver à la critique de la République, j'ai mis beaucoup de temps, et même quand je suis au tribunal, j'attaque mes ennemis au nom des valeurs de la République, au nom de liberté, égalité, fraternité, parce que je peux pas faire autrement. Et c'est là où est ma stratégie. Je dis, au moment même des valeurs avec lesquelles vous nous avez baisés, je vous mets en défaut. C'est-à-dire que je joue au sport que vous m'imposez. Vous savez, c'est comme un duel. Je vous laisse le choix des armes. Quelles que soient les armes, je vais vous battre quand même. Et c'est pour ça que les types vous tirent dans le dos. Hein, voilà. Donc bon, je vais pas aller plus loin, mais voilà, j'ai répondu. Hein, c'est complexe. Qu'est-ce qui vous différencie de Pierre Hillard ? Pas énormément de choses. Pierre Hillard est persuadé que c'est Dieu et le Christ qui mènent la danse, et que la France a un destin manifeste, hein, qui est voulu par Dieu et le Christ. Et donc il dit à un moment donné, de toute façon, il interviendra. Moi, je suis un peu plus matérialiste que lui, et mon idée c'est un peu aide-toi, le ciel t'aidera. Bon, il le fait aussi d'ailleurs. Et je me dis qu'il faut quand même faire le boulot, et j'attends pas l'intercession divine. Je me dis peut-être que quand vous faites les choses comme vous devez les faire, de temps en temps vous avez un peu de chance, un peu Jovanovic parle des anges et tout ça. Il dit des fois vous êtes peut-être un peu protégé, un peu aidé. Et ces inframondes et ces mondes, etc. Je ne les nie pas, parce que je vois pas pourquoi, avec quelle arrogance je dirais tout ceci est absolument idiot. Les gens qui méprisent totalement le monde religieux, ce qu'ils oublient de dire, c'est que toutes les sociétés fonctionne sur du religieux, donc du magique. Le Christ, Dieu. En fait, aucune société intégralement matérialiste n'a jamais existé, et surtout l'URSS s'est effondrée. Et pourquoi je me suis intéressé à la Corée du Nord ? Parce que la Corée du Nord, pour pouvoir survivre à l'effondrement de l'URSS, et même à la déviance matérialiste vulgaire de la Chine, qui est en train d'en sortir d'ailleurs, ils ont inventé une idéologie qui s'appelle le Juche, c'est-à-dire que c'est un socialisme avec une dimension spirituelle et religieuse, où d'un seul coup, un dieu socialiste, a désigné la dynastie des Kim pour amener ce peuple au bien. Et ils ont totalement fusionné le matérialisme et le spirituel. Alors il y a des gens qui ricanent, mais en fait ils copient exactement ce qu'on a toujours fait, ce qui s'appelle la politique traditionnelle, où il y a toujours le roi, et le prince et l'Église. Et que le prince est légitimé par l'Église. N'oublie pas que le roi est roi de droit divin,
et c'est le représentant du Christ. Et en même temps, le prince, avec les armes, protège l'Église. C'est ce principe de réciprocité. Et en réalité, aux matérialistes arrogants, qui sont d'ailleurs en général des francs-maçons, qui eux-mêmes sont des religieux déguisés, hein, parce que c'est ça, parce que ceux qui nous donnent des leçons de laïcité et qui ricanent sur nos religions, qu'elles soient musulmanes ou religieuses, sont eux-mêmes des religieux cachés qui sont au service de la religion la plus fanatiquement religieuse qui existe, qui est le judaïsme. Car je rappelle que la vocation finale de la franc-maçonnerie, qu'elle soit de gauche ou de droite, c'est la reconstruction du troisième temple, c'est-à-dire du temple de Salomon. Hein, voilà. Donc, la différence avec Pierre Hillard, elle est sans doute le fait qu'on a des vies différentes, que moi je n'ai pas de pratique religieuse, et que effectivement, je pense qu'on est complémentaires d'ailleurs. Je pense que si je veux faire un peu de théologie terrain, je pense que on est sur Terre pour mener un combat. Et qu'on sera jugé en fonction de ce combat qu'on a mené sur Terre. Et qu'en fait, c'est ce qu'on appelle le Dieu caché, hein, chez les jansénistes. Bon, je le prends juste comme ça, je ne vais pas discuter sur les jansénistes. Mais qu'en fait, Dieu n'est pas sur Terre, il nous regarde. Hein. En fait, le maître de la Terre, c'est le diable. C'est-à-dire que le diable est là pour nous tenter, et Dieu regarde si on résiste ou pas à la tentation. C'est comme ça. Et d'ailleurs, Dieu nous aide de temps en temps par les anges, hein, les anges gardiens. Mais lui-même n'intervient pas. Parce que s'il intervient, on tombe dans le protestantisme, c'est-à-dire on retombe dans la prédestination, la grâce suffisante. Il n'y a aucun mérite. Il n'y a aucun mérite si on est fait pour le bien ou fait pour le mal, sans liberté. Donc effectivement, dans la religion bien comprise qui est la nôtre, il y a cette liberté de l'homme. On lui dit, voilà le bien, voilà le mal. Tu es libre. On te dit que le bien c'est bien et le mal c'est mal. Tu es libre et tu seras jugé en fonction. Ça s'appelle le jugement dernier. Et en permanence, ce combat, qui est au cœur même de l'âme française et de l'âme occidentale, et même de la littérature de Bernanos, enfin des romanciers bourgeois et chrétiens, c'est cette tension intérieure entre la laideur bourgeoise ou la laideur de la facilité, et se souvenir de ce qu'a dit Jésus dans les évangiles, qu'il sera très dur pour le riche de passer par le chat de l'aiguille, et que c'est cette tension qui fait que le combat est respectable, parce que tu es libre, comme Jésus a été libre d'accepter à un moment donné son martyre, et que effectivement son père lui a dit, à un moment donné, il l'abandonne, il lui dit, je te reprendrai après, mais pour l'instant, tu vas y aller vraiment. Hein, sinon, ça n'a pas de valeur. Tu vas réellement souffrir comme un homme et tu vas réellement vivre ta passion. Sinon, c'est du cirque, puisqu'en fait, le mec, c'est Dieu. Et en fait, il fait semblant de saigner, il fait semblant de souffrir. Non, sinon, ça n'a pas de valeur. Voilà, donc on est quand même dans quelque chose qu'on peut parfaitement comprendre quand on est un bon Français, quelqu'un habité d'une morale profonde, etc. C'est qu'effectivement, on est libre, il y a le bien, il y a le mal, Dieu nous regarde. C'est un peu comme passer le permis de conduire. Et puis après, au jugement dernier, c'est est-ce que tu as le permis ou est-ce que tu n'as pas le permis. Et si tu as choisi le mal plutôt que le bien, c'est-à-dire la jouissance terrestre, le court terme, la facilité, la déloyauté, enfin toutes ces choses qui sont mal, eh ben tu auras eu une vie de jouissance, mais pour le reste, il y a ce qu'on appelle l'enfer. D'ailleurs, vous voyez qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien de tout ça. Hein. On vous a enlevé tout ça. Et là, je vous rappelle que dans le judaïsme, il n'y a rien de tout ça. Dans le judaïsme, il n'y a que la vie terrestre. La religion n'existe même pas. En fait, ce qui existe, c'est la loi. Il n'est même pas sûr que ce soit une religion. Ce qui compte, c'est d'obéir à la loi. Et quand vous avez bien obéi à la loi, qu'est-ce qu'on vous donne? Des années de vie supplémentaires. N'oubliez pas que les grands juifs de l'Ancien Testament, ils vivent 140 ans, 190 ans. C'est pour ça que le juif, son problème, c'est pas l'au-delà, etc. C'est la réussite terrestre et c'est de pas se faire attraper. Son Dieu, d'abord, lui autorise à mentir, et de toute façon, il se pose pas la question du jugement, au-delà du jugement des hommes. Donc ça veut dire qu'il est dans une horizontalité totale, et c'est pour ça que ça produit la dialectique, ça produit ce qu'on appelle le pile-poule, ça produit ce qu'on appelle les avocats. C'est l'important, c'est pas pris pas vu, pas pris. Il n'y a pas cette idée, Dieu te regarde et tu seras puni plus tard. Alors que nous, on est quand même habité par ce truc-là. On est un peu gêné de tricher, on est un peu gêné de voler. Et d'ailleurs, quand on est bien structuré, eh ben on est dans l'autosurveillance qui est très saine. C'est tu ne voles pas même si personne te voit voler parce que Dieu lui te voit. Et ça c'est dans l'islam et c'est dans toutes les religions sérieuses. Le problème, et je vous dis une fois de plus, c'est le judaïsme. Parce que là vous avez le droit de voler le goy, c'est bien dit, puisque là c'est même méritoire. Et puis de toute façon, tout se passe ici. Hein. Je veux dire, le but, c'est un projet de réussite terrestre. Ça s'appelle la bar mitzvah. À 13 ans, qu'est-ce que tu vas faire pour réussir? Je vais faire dentiste, je vais faire avocat, je vais faire producteur de cinéma. La question du bien, du mal, de l'universel, de l'au-delà ne se pose pas. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a convergence totale entre le matérialisme capitaliste, la société individualiste et matérialisme, et le judaïsme. Parce que finalement, ces valeurs que nous, on incarne au nom du matérialisme, eux, en fait, ils les vivent au nom d'une spiritualité étrange. Qui en fait les positionne comme les rois de l'individualisme et du matérialisme, alors qu'en réalité ils la jouent collectif et qu'ils obéissent à un Dieu. Vous voyez comme c'est paradoxal. Hein.
C'est-à-dire l'individualisme matérialiste conduit, après des siècles au pouvoir, et ça je vous dis que c'est théorisé par les rabbins et les kabbalistes, hein, c'est pas moi qui suis délirant, même si je suis condamné pour ça. Ils te disent l'individualisme matérialiste nous amène au pouvoir, et donc amène des religieux intégraux et des communautaires intégraux au pouvoir. Et c'est ce qui est en train de se passer sous nos yeux chaque jour de façon un peu plus visible. Vous voyez, voilà, donc on s'est éloigné de Pierre Hillard, mais au moins on traite le sujet. Voilà. Pour mettre les choses au point, je me présente. Je m'appelle Richard Domas, je suis communiste. Et quand j'ai dit que je venais voir Alain Soral, on m'a dit « Tu vas te faire massacrer ». Jusqu'à présent, personne ne m'a massacré. Mais je retiens ce qu'a dit Alain Soral, je l'ai entendu lundi dernier à l'AG. Il y a un type de l'AG qui a dit exactement les mêmes choses, pas Alain Soral, voilà, le jeune homme. Et je me suis dit, putain, ils sont vachement communistes, c'est égalité, réconciliation, fraternité. Alors, moi qui suis un chanteur dissident, je me demande, et je dirais à Alain, pourquoi tu ne reviens pas au parti? Il y a une raison très simple, c'est que j'ai été au Parti communiste, je voulais défendre le monde du travail et que les gens qui tiennent le Parti communiste depuis, on va dire, la mise à la retraite de Georges Marchais, ont renoncé totalement au communisme même, enfin à ce qui est sérieux dans le communisme, c'est-à-dire la défense du monde du travail. Bah, ça revient parce qu'ils sont à zéro. C'est-à-dire qu'à un moment donné, où on est et là il y a de la morale. Le parti a trahi les travailleurs. Les travailleurs sont partis au Front National, ce qui est méchant, et le parti est aujourd'hui à 2%, je crois. Et les gens ne savent même pas qui est c'est comment on dit, secrétaire général? On ne sait même pas qui c'est, personne ne connaît son nom. Et moi, le jour où les communistes redeviennent ce qu'ils étaient de l'époque de Georges Marchais, c'est-à-dire des patriotes, c'est-à-dire le Parti communiste français. Donc ils étaient non seulement nationalistes, parce que en réalité, il n'y a que les patriotes qui ont une conscience sociale. En fait, on l'a toujours dit, Bakounine le disait, et tous les gens sérieux qui ont théorisé le socialisme savent que l'internationalisme, c'est la solidarité des nations du travail face au capital lui-même apatride ou mondialiste. Ça n'a jamais été l'antinationalisme, hein, l'internationalisme. Et en fait, on a glissé de l'un à l'autre par la domination trotskiste sur le parti. Et moi, j'ai bien vu progressivement, à partir de mai 68, l'infiltration des trotskistes au parti, sous prétexte d'anti-stalinisme, aussi pour se venger qu'en mai 68, le PCF les avait virés, ce qu'on appelait les installés, non les établis, les avait virés des usines, parce que ça n'avait rien à voir. Cohn-Bendit, il demandait la mixité dans les dortoirs à Nanterre. Il voulait baiser. Les ouvriers, ils disaient, il y a les 30 glorieuses, il y a eu le redécollage, puisqu'il y a eu la saignée de la guerre, etc. Il y a du pognon partout, on veut notre part. Et les gauchistes leur disaient, effectivement ce qu'a dit Kluskar, c'est un peu vulgaire de vouloir de l'argent, alors que c'est tellement plus chic d'aller à la campagne fumer du shit. Effectivement, quand on a du pognon, on n'a pas besoin de demander de pognon, on demande autre chose, on est dans le sociétal. Hein. Mais quand on a des problèmes de vie quotidienne, effectivement, on a ce côté un peu vulgaire de demander un peu plus d'argent pour pouvoir peut-être s'acheter une machine à laver la vaisselle, pour que la femme puisse regarder la télé avec son mari plutôt que d'être face à l'évier, vous voyez. Des choses que j'ai connues moi dans ma vie. Je viens de Meudon-la-Forêt, cité dortoir construite par Pouillon en 1960 pour y mettre les ouvriers de l'usine Renault de l'île Seguin, vous voyez. Donc moi, mon bain, c'est ça. J'ai passé de 1961 à 1972, Meudon-la-Forêt. C'est la cité dortoir des usines Renault. Donc je sais de quoi je parle. Voilà, je sais que les rêves des travailleurs ne sont pas tout à fait les rêves des bourgeois. Mais les travailleurs n'ont pas forcément la dialectique pour comprendre ce que c'est que les rêves des bourgeois, mais les rêves des bourgeois, eux, ont la culture pour savoir ce que c'est. Et ils ont trahi. C'est ça aussi. Les intellectuels ont trahi. Le PC a trahi, et le PC, finalement, il y a une morale de la longue durée. Vous voyez bien aujourd'hui que, et le PS d'ailleurs, et la droite, parce que ce qui est arrivé au PC, c'est arrivé aussi au PS et aux Républicains à la con, là. Vous voyez qu'ils sont à 8 et 6. En fait, à force de trahir et la patrie, et même la bourgeoisie nationale entrepreneuriale, parce que tout le monde a trahi tout le monde. Le PC a trahi les travailleurs, l'ancien gaullisme a trahi le patronat entrepreneurial national, le PS a même trahi finalement ce qu'on appelle la nouvelle classe moyenne, c'est-à-dire la bourgeoisie des services. Parce que tout le monde est victime de la mondialisation aujourd'hui, et ils s'effondrent. Le problème, quand vous pensez vite et fort comme moi,
c'est que vous comprenez les choses 20 ou 30 ans avant la masse, ce qu'on appelle l'inertie des masses. Et ce qui m'a toujours déprimé, c'est que j'ai toujours raison. Mais le temps que ça se vérifie par les faits, il s'est passé 30 ans. Or, 30 ans, c'est une vie d'homme. Moi, j'étais au PC au moment de la guerre de Yougoslavie. On était pro-serbe et on attaquait Mitterrand sur la destruction de la Yougoslavie, qui était le côté social de la Yougoslavie. Hein. Et il faisait l'apologie de la mafia albanaise et de la bourgeoisie catholique croate. On était du bon côté. On a fait aussi la campagne pour le non à Maastricht. Et la première fois que j'ai discuté avec des mecs du Front National, c'est parce que les seuls qui faisaient campagne contre le non à Maastricht, c'était le Front National et le PC. Et quand on s'est rapprochés, ça s'appelait le complot des Rouges-Bruns, regardez dans les médias à l'époque, on s'est fait flinguer par Deninx, et on s'est fait flinguer par Libé, et par le Canard enchaîné, et par Le Monde, toutes les salopes qui nous ont flingués, parce qu'en fait, on essayait de sauver la vraie gauche du travail par un rapprochement du patronat patriote et du travailleur patriote, qui avait des intérêts objectifs communs quand on faisait une vraie analyse marxiste. Eh ben, on s'est fait flinguer par même Zarka, qui était avec nous au départ, a baissé sa culotte quand il a été menacé. On lui a dit t'es un rouge-brun. On a fait toujours pareil. Désigner le mec comme fasciste et même peut-être antisémite, c'est toujours la même le rayon paralysant. Et le PC s'est couché avec Marie-Georges Buffet, Robert Hue, Marie-Georges Buffet, etc. Eh ben, les travailleurs se sont barrés parce qu'on leur a plus parlé que des jeunes, des femmes et des gens. Tu le sais très bien tout ça, tu l'as vécu. Ça n'existe pas les gens. Les femmes et les jeunes, quel jeune? Quel rapport entre un jeune de la bourgeoisie de Neuilly-sur-Seine et un jeune des quartiers? Aucun rapport. Jeune n'est pas une catégorie sociale, vous voyez? Et tout ce mensonge-là, le PC l'a bouffé pour se soumettre, en fait, au pouvoir du capital et au pouvoir communautaire, hein. Il s'est effondré, il a perdu les ouvriers, et c'est bien fait pour sa gueule. Et moi, je retournerai au PCF le jour où toute cette autocritique sera faite par le PC, et où le PC dira, finalement, Soral, il est resté fidèle au parti de Georges Marchais. Rappelez-vous Georges Marchais, discours de Montigny-les-Cormeilles. Il se plaint de l'immigration dangereuse par rapport aux travailleurs français. Il se plaint d'ailleurs de l'islamisation forcée qui fait baisser la conscience, la solidarité, etc. Ce discours, et il se fait flinguer par le PS. Et d'ailleurs, il tient tête et il se fait évincer. Et Zarka, qui essaye de sauver ce qui peut être sauvé, se couche quand moi je suis montré du doigt sur le complot des Rouges-Bruns, et on est montré du doigt par qui? Par les Trotskars, hein. Et qu'est-ce que c'est que les Trotskars? Excusez-moi, ce sont les juifs ashkénazes qui manipulent depuis toujours le mouvement ouvrier pour que le pouvoir ne revienne pas à la classe ouvrière. Je vais même vous le dire autrement, qu'est-ce que c'est que le mouvement ouvrier? Ou même, qu'est-ce que c'est que la classe ouvrière? La classe ouvrière, c'est le mouvement ouvrier quand on en a enlevé les manipulateurs juifs trotskistes. Vous verrez que c'est comme ça depuis 1848, même depuis 1830. Voilà. Et ça, c'est vérifié systématiquement. Et pourquoi je le sais? Parce que j'y étais, parce que je les ai vus. N'oubliez pas que c'est pas pour rien que j'étais au PC ou que j'étais au Front National. J'ai vu qui a détruit le PC. Et ce qui est terrible, c'est que j'ai vu le moment où, avec Marine Le Pen, la même chose se passerait au Front National. C'est-à-dire que les ouvriers qui se sont réfugiés au Front National pour sauver le social, eh ben, le Front National a été attaqué par les mêmes pour détruire tout le sérieux du Front National. Et ça donne aujourd'hui le Rassemblement National de Marine, qui est national-sioniste, européiste, et simplement pour sauver la boutique, qui à la fois prend du pognon aux élections européennes et se fait reprendre le pognon à moitié par Van Runebeck. Vous voyez, c'est-à-dire que on vous maintient dans un espèce de chantage permanent, et l'objectif de Marine aujourd'hui, elle n'a pas le choix, c'est uniquement de maintenir les frais fixes et de maintenir les financements de sa boutique. Elle peut plus faire de politique. Et je vous dis peut-être même que demain on lui donnera le pouvoir. Pourquoi? Parce que quand tout va péter, eh ben, nos maîtres, ils donneront le pouvoir à Marine Le Pen pour que ce soit elle qui se prenne l'explosion dans la gueule, et que le peuple se dise, avec les journalistes, vous voyez ce que ça donne quand on donne le pouvoir à un parti nationaliste, et comme ça on regrillera les nationalistes pour 30 ou 50 ans. Vous voyez? Donc moi j'ai dit, aujourd'hui, je prolonge la discussion, je veux Macron jusqu'au bout maintenant. Surtout pas Macron démission et surtout pas autre chose que ce qu'il y a. Il faut que ce soit dans sa gueule à lui, d'Attali, que ça pète. Surtout ne reprenons pas le bébé au moment où il va crever. Vous voyez ce que je veux dire? Pour que ce soit vous qui ayez la photo avec le bébé mort dans les bras. Vous voyez? Comprenez bien ça. Et si jamais demain l'oligarchie au pouvoir que j'ai parfaitement décrite finit par aider les nationalistes, tels qu'ils sont, le RN, ou même que ce soit la nièce ou la tante, à prendre le pouvoir, c'est qu'ils n'auront plus que ça comme solution pour se débarrasser du cadavre, vous voyez? Et ça sera le plus dangereux pour les nationalistes tels que je les conçois, le nationalisme social. Car il n'y a de social que le national dans le monde tel qu'il est, et il n'y a de national que de social et de social que de national. Et je suis bien, comme je l'ai toujours dit,
un national-socialiste français. Et français, ça veut dire il n'y a pas de question raciale, il n'y a pas de question d'espace vital. On n'est pas allemand, vous voyez. Et en réalité, Georges Marchais était un socialiste national et un nationaliste social. Et comme par hasard, Hitler, le meilleur allié finalement de nos ennemis, chaque fois te sert d'épouvantail pour t'empêcher de penser, pour t'empêcher le sens. Et moi, quand j'ai bien dit, je suis un national-socialiste français, mais sans français, ça veut dire sans la question raciale, qui est une question d'espace vital, qui est une spécificité allemande, qui est ce qu'on appelle l'identitaire Völkisch. En France, nous n'avons pas ce problème, nous avons l'universalisme français. Donc en plus, nous pouvons être des nationaux socialistes, parce qu'il n'y a pas la dimension raciale. C'est parfait. Et en plus, on a un intérêt nord-sud qui est en fait les intérêts qu'on a, ce qu'on appelle la francophonie, et un intérêt est-ouest qui est européen. On n'a pas à choisir entre l'axe nord-sud qui est l'histoire de France, Marseille, c'est le seul qui a eu l'intelligence de le dire, d'ailleurs c'était Mélenchon, que Marseille était spécifiquement français. Les Allemands, ils ont Hambourg, c'est pas du tout la même chose. Nous, on a un pied dans la Méditerranée, on a eu la colonisation. Et ben, à un moment donné, c'est tirons enfin parti des bienfaits de la colonisation, c'est-à-dire on a des gens qui sont franco-marocains, franco-algériens, franco-africains, ils fonctionnent selon le droit français, ils parlent français, on a plein de choses à faire avec eux en réalité à partir de demain. Matières premières contre produits finis, redéploiement de nos ingénieurs, chômeurs pour aider à leur vrai développement, et là c'est un échange gagnant-gagnant, ça s'appelle l'axe nord-sud français, ça s'appelle la francophonie. Il faut le faire. Un vrai patriote français vous dit pas Zemmour, il y en a marre des immigrés, machin. Il fait non, il faut redéployer l'espace francophone français de manière intelligente sur le plan économique et donc social. Quand vous faites de l'économie honnête, vous faites du social. Il n'y a pas besoin de faire du social quand vous faites de l'économie honnête. Ça s'appelle le partage du travail et des richesses. Ça s'appelle le sérieux de l'économie vertueuse. Le social se fait tout seul. Hein, voilà. Et puis de l'autre côté, il y a l'axe Est, effectivement, l'Europe. Et la France est sur ces deux axes. Il n'y a pas à opposer l'un à l'autre. Tous les mecs qui font ça sont soit des crétins. Bah, c'est Conversano, il vit du RSA en Roumanie. Donc le mec, de toute façon, la question sociale ne l'intéresse pas, c'est un parasite. Et sinon, Zemmour, il a un intérêt, c'est Israël et la domination juive. Il a très bien compris que BHL, ça commence à saouler, et Ango aussi. Et en fait, il est là pourquoi Zemmour? Pour sauver la domination juive. On va passer du mauvais flic au bon flic, et ça sera toujours les mêmes. Je dis à un moment donné, si Zemmour est honnête, il se convertit au catholicisme et il dit Soral au pouvoir. Et là, je lui donne un brevet de patriotisme, il n'y a pas de problème. Mais il a bien dit qu'il voulait pas quitter une religion minoritaire pour une autre religion minoritaire, il l'a dit. Ouais. Hein, il est juif pratiquant, n'oubliez pas ça. Hein. Et je vois que historiquement, c'est quand même un mec qui a fonctionné que sur la trahison. Hein. C'est un Maghrébin qui a trahi les Maghrébins par le décret Crémieux. Et ici, qu'est-ce qu'il fait ? Je veux dire, il fait toujours la même chose. Il aide sa communauté à se maintenir au pouvoir. Et là, on pourra parler de ce qu'on appelle la dialectique du politiquement correct et du politiquement incorrect. On voit bien qu'avec Zemmour, Finkielkraut, d'ailleurs c'est d'abord Finkielkraut, puis Zemmour, puis Hanouna, vous avez le philosophe, le journaliste et le comique. Hein, c'est grande bourgeoisie, moyenne bourgeoisie, prolétariat. C'est aujourd'hui de nous expliquer que l'idéologie dominante et le politiquement incorrect, parce qu'on aime bien le politiquement incorrect, c'est effectivement de se moquer de tout ce qu'il fallait respecter hier, c'est-à-dire il y a peut-être trop d'immigrés, il y en a marre des musulmans, finalement les noirs, on voit bien que on a déplacé l'échiquier, on a déplacé le politiquement correct aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a des mecs qui disent oui, le politiquement correct c'est l'antiracisme, et l'autre dit non, le politiquement correct c'est le racisme. Ils ont raison tous les deux, mais le problème c'est qu'il faut fonctionner diachroniquement. On est passé d'un politiquement correct et incorrect d'un côté à l'autre. Et pourquoi ? C'est ça là où il faut amener le sens, pour l'intérêt et l'intérêt bien compris, et pour lui seul, du juif, de la domination juive. Parce que avant, c'était le juif de gauche qui dominait par la gauche, et aujourd'hui, c'est pour maintenir la domination juive, il faut passer par la droite. Donc on est en train de passer de Askolovitch à Zemmour, de la domination du juif de gauche à la domination du juif de droite. On est en train de passer de Tel Aviv à Jérusalem, vous voyez. Mais je veux dire, non mais surtout c'est toujours les mêmes, il y en a marre. Je veux dire, on a quand même 99% de Français de souche en France en gros, bon, puis des Français plus récents. Pourquoi faudrait toujours que ce soit les Juifs qui nous dominent ? On a quand même une longue histoire en France. Enfin, je veux dire, on a pu. Et puis moi, j'ai rien contre les Juifs patriotes, effectivement, qui font leur boulot. Mais pourquoi il faudrait passer de, on va dire, je sais pas, de Bernard-Henri Lévy à Zemmour ou de Askolovitch à Zemmour? Les mecs, ils vous disent, ouais, quand même, Zemmour, c'est un patriote français, machin. Je vois tous les royalistes s'extasier sur lui, etc. Je dis, excuse-moi, mais on a quand même en magasin des tas de patriotes français catholiques. Est-ce qu'on est obligé d'aller chercher un Maghrébin, effectivement, en plus, qui vous explique que Saint-Louis, quand même le seul roi saint qu'on ait eu en France, est un roi juif. Qu'est-ce que c'est que... D'ailleurs, son dernier bouquin, le bouquin d'avant, Le suicide français, c'était vendu à 500 000 exemplaires. Le dernier s'est vendu qu'à 40 000. C'est-à-dire que là, on commence à voir l'arnaque. On voit où il veut en venir. Voilà.
Et pour finir, je vous rappelle que Golnadel, qui a monté un site qui s'appelle La France Libre, donc il veut libérer la France, on ne sait pas trop quoi, il est partie civile dans tous mes procès avec un truc qui s'appelle Avocats sans frontières. C'est-à-dire qu'il défend la frontière d'un côté, et il est avocat sans frontières de l'autre. Et la double éthique et la double allégeance, c'est la spécialité transhistorique de ces gens-là depuis 2500 ans. Moi, quand j'ai une culture de gens qui font exactement la même chose depuis 2500 ans, et qui l'ont fait au Liban, qui l'ont fait en Yougoslavie, qui l'ont fait en Allemagne, et qui l'ont fait partout, je dis qu'il faut être particulièrement con, ou malhonnête, ou soumis, pour se ranger derrière eux, comme le font en ce moment les nationaux sionistes, que ce soit l'Action française, ceux qui ont fait scission en ce moment, que ce soit les mecs d'éléments qui ont fait scission, et que je me prends dans la gueule en ce moment. Il faut être particulièrement bête, particulièrement soumis, et surtout, ces gens-là le font en réalité par petit calcul, en disant j'aurai des miettes, on m'a promis des miettes du gâteau. Ils n'auront rien du tout, parce que je connais l'histoire. Ces gens-là sont... Regardez ce qui s'est passé en Ukraine. Les Juifs ont pris le contrôle de l'Ukraine contre Poutine en s'appuyant sur l'extrême droite, sur les néo-nazis ukrainiens, parce qu'ils sont néo-nazis par anti-soviétisme. Et ben maintenant, il n'y a que des Juifs au pouvoir, et ils ont viré tous les néo-nazis, qui commencent à se plaindre du pouvoir juif en Ukraine. Mais c'est eux qui les ont mis au pouvoir. C'est toujours pareil depuis 2500 ans, comme je dis. C'est toujours le même âne qui chie sur le même tas. Et donc, soit on est totalement idiot, soit on est malhonnête, soit en fait on est lâche. Et le problème, c'est la lâcheté. Tous ces gens que je me prends dans la gueule de éléments, de machin, de trucs, ils disent oui, mais ils nous laisseront quelques miettes. Tu veux te nourrir de miettes, toi? C'est pour ça que tu t'es battu pendant 30 ans dans le nationalisme, que ce soit intégral ou relatif. C'est pour ça que tu as fait tout ce combat. C'est pour finir par... C'est-à-dire que tu t'es fait botter le cul par ces mecs-là et tu finis par retapiner par ces mecs-là. Là, je parlerai pas d'Alain de Benoît, vous voyez. D'ailleurs, il s'est même retiré du jeu. Moi, je sais quel est le combat que menait ce mec au départ, qui l'avait montré du doigt, qui l'a mis à l'amende. Je sais qui. C'est pas les musulmans... Et c'est pas le grand patronat français, c'est pas ni Pinault, ni Arnaud, ni Lagardère. C'est à chaque fois les mêmes, et ils le savent. Donc faut arrêter de mentir. Tu ne te soumets pas à celui qui t'a puni. Sinon ça veut dire que c'est pas un combattant, t'es un tapin, t'es un auxiliaire, voilà. Et ça veut dire qu'est-ce qu'on veut pour notre pays, voilà. Et pour finir là-dessus, aujourd'hui les nationaux sionistes nous disent bon, on vous a gavé la France d'immigrés, on est en train de la détruire. Vous voulez vous voulez un pays avec à nouveau des frontières? Il faudra en passer du juif de gauche au juif de droite. Et il faudra que vous léchiez le cul d'Israël. Or, comme je dis, Israël est nationaliste pour lui et antinationaliste pour tous les autres. Regardez ce qui se passe au Moyen-Orient. Ils ont détruit tous les pays autour et ils ont essayé de détruire tous les pays autour. Et le nationalisme juif est un nationalisme pour les juifs et un antinationalisme radical et éternel pour tous les autres. Donc il n'y aura pas de renaissance de la nation française par eux. Voilà, c'est clair. Alors après, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez faire le tapin, aimer la société Benetton arc-en-ciel multicolore. Je comprends qu'un sodomite aime l'immigration, c'est vrai. C'est vrai. Je veux dire, vous regardez dans une pissotière, vous regardez ce que c'est que la culture d'un gay, il adore le... Regardez Macron comme il s'extasie là sur, comment il s'appelle, celui qui chose du 54 là, Moloko Oui, je sais plus. Ouais. Voilà. Mais après, il faut être clair, voilà, il faut être clair sur ses positions. Voilà, je finirai là-dessus. Faites ce que vous voulez, mais ne mentez pas. Alors, on est entouré, que ce soit, soi-disant, chez ceux que je désigne, et soi-disant ceux qui sont les néo-nationalistes actuels, ce sont tous des menteurs. Mais au moins, il y a des menteurs qui tiennent le couteau par le manche, et les autres, ils le tiennent par la lame. Donc ça va encore couper, quoi. Voilà. D'ailleurs, pour boucler la boucle, Yann Brossa est juif et PD. On fait pas exprès, c'est qu'à chaque fois qu'on creuse, moi j'ai découvert que comment il s'appelle là, le souverainiste français Dupont-Aignan appelle son amant chien de feu, et qu'en fait c'est une fiotte aussi, quoi. Et j'ai l'impression que pour accepter de faire de la politique et de se faire passer pour un patriote avec tout ce que les mecs sont obligés de subir comme soumission, finalement ne peut accepter qu'un homosexuel, parce qu'effectivement se faire enculer, il aime ça. Normalement, on va dire un hétéro un peu viril qui est censé incarner un certain patriotisme droitard, il aime pas trop se la prendre dans le cul. Je veux dire, c'est aussi bien, je dirais, symboliquement que concrètement, il y a quand même des liens entre le concret et le symbolique. Je suis désolé, c'est ce qu'on appelle le passage de l'en soi au pour soi chez Hegel et même chez d'autres penseurs. C'est pas du tout débile ce que je dis. Dans le langage populaire, un enculé, c'est un enculé. Je suis désolé, ça veut dire quand même quelque chose, quoi. Et Dupont-Aignan a recruté un gilet jaune, Cauchy, qui est homosexuel. Et Vauquier aussi, Vauquier. Non, mais c'était pour... c'est de la démonstration sociologique, c'est tout. Je suis ex-toi.
Bon, on va passer à autre chose peut-être. On s'enlise là, on s'enlise. Mais ça fait du bien quelque part, de pouvoir dire ces choses-là. Il y a des questions. Bonjour. Merci comme d'habitude pour la fulgurance de vos analyses. Je voudrais vous poser une question. J'ai récemment découvert une émission sur ERFM, les Antigones, que j'ai beaucoup apprécié, qui revenait un petit peu sur les raisons qui avaient fait que le mouvement des Gilets jaunes avait fini par se déliter, et notamment il parlait de la question de l'autonomie. Et récemment j'ai eu l'occasion de m'arrêter à un rond-point pour parler à des Gilets jaunes, et je vais vous poser la question que je leur ai posée. Pourquoi, plutôt que d'aller se faire gazer ou flashballer tous les samedis, pourquoi ne pas faire ces sessions? Alors je ne sais pas si la question est naïve, mais j'aimerais bien que vous m'apportiez du moulin à ma réflexion. C'est-à-dire, quand je dis faire ces sessions, cesser de payer pour ce qu'on estime illégitime, entravant, pour pouvoir développer son business, ou se donner les moyens de tout simplement de cesser de payer. Voilà. Alors ça peut paraître naïf, mais bon, je vous demande une réponse. Merci. Il y a déjà une première chose, c'est que la France est quand même un État policier, et que quand vous commencez à plus payer vos impôts, etc., je vous garantis que vous prenez dans la gueule des persécutions qui sont très concrètes. On peut même aller, on vous prend vos biens, et on va jusqu'à vous retirer vos enfants. N'oubliez pas ça. La France est un pays très très bien organisé, où la bourgeoisie a très très bien mis en place un système de domination qui est assez implacable. Et les gens, moi je sais tout ça parce que je le prends dans la gueule depuis 10 ou 15 ans, et que j'étais obligé de m'organiser de manière semi-délinquante. Je veux dire, je vais pas en parler là parce que je vais pas donner des pistes, mais tout ce que vous vivez normalement, moi je peux pas le vivre. Je suis interdit d'assurance de voiture, je suis interdit de compte en banque, je peux pas officiellement habiter là où j'habite réellement, ma fille porte pas mon nom, etc., etc. Parce que sinon, vous n'êtes pas puni physiquement. La bourgeoisie vous punit pas physiquement, en dernière instance. Elle vous punit par les moyens de la bourgeoisie, qui est l'économie, qui est le fiscal. Et le plus grand pouvoir de coercition en France, c'est le fiscal. Quand vous avez un contrôle, moi j'ai un contrôle fiscal, redressement fiscal, ils peuvent venir chez vous à 8h du matin, piquer les ordinateurs de vos gosses, etc., etc. C'est le plus gros pouvoir de police qui existe en France, c'est le pouvoir fiscal. Et la première arme de châtiment politique qui existe en France, c'est le contrôle fiscal. Et je vous garantis que faites des vraies enquêtes de journalistes sur les gilets jaunes de rond-point, les emmerdes qu'ils ont eues, dont personne ne parle exprès, etc., où ils se sont retrouvés avec des procès pour occupation illégale de machin, condamnation, etc., des soucis dans leur boulot, des soucis par rapport à leurs gosses. Je vous garantis que si vous voulez faire sécession de la société sans être un marginal total, c'est-à-dire un SDF, quoi, ça peut exister. Mais à ce moment-là, vous êtes désocialisé totalement et par l'argent, et le système n'a plus rien à foutre de vous. Vous votez plus, vous consommez plus, et vous produisez plus. Vous êtes un fantôme, quoi. Sinon, je vous garantis que tout est en place pour vous prendre tout dans la gueule. Et d'ailleurs, j'en suis un parfait exemple. Moi, je suis condamné pourquoi? Parce que je parle. Parce que je parle et que je fais des commentaires. Et ben à la fin, c'est 400 000 € de condamnation, 5 ans de prison qui me sont promis, des agressions physiques, une diabolisation des médias constante. Le système est très bien mis en place. Voilà. Et bon, aujourd'hui, je remplis une salle de 200 personnes. Mais j'ai face à moi le journal de TF1, les soirées thématiques Arte, etc. C'est-à-dire des manipulations de masse de millions de gens. Voilà. Et je dis pas que c'est pas ce qu'il faut faire, d'ailleurs, de faire ces sessions. Mais c'est très très violemment réprimé par l'État. Moi, c'était ma question, la question du seuil critique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une grande masse de personnes font cette session, est-ce que l'État est toujours le... Mais là, on est dans la vraie sociologie, c'est que faire bouger beaucoup de gens en même temps, c'est ce qu'il y a de plus dur. Ça s'appelle l'inertie des masses. Et c'est pour ça que ça met très longtemps à péter une révolution, parce qu'il faut qu'il y ait énormément de gens en colère, etc., etc. Même les gilets jaunes, qui est quand même un énorme phénomène, ça s'est traduit par rien. C'est-à-dire que ça s'est traduit par 6 mois d'insurrection relative que le pouvoir a géré de façon scientifique, à la fois cruelle, maligne. C'est-à-dire Hanouna qui invitait les gilets jaunes pour dire alors tapant sur l'épaule, alors que le mec gagne des fortunes, etc. Les mecs des ronds-points qu'on foutait direct un petit peu en tôle et qu'on persécutait, refaire mettre les syndicats et les gauchistes dans le jeu, en parler, permettre à Étienne Chouard de parler, mais pas à Alain Soral, et à Étienne Chouard à condition qu'il parle pas d'Alain Soral, vous voyez, Branco, machin. C'est-à-dire que à un moment donné, pour que des millions de gens se révoltent, il faut qu'il y ait une accumulation de souffrances, etc. Et là, on est dans de la physique sociologique. C'est que c'est facile de faire bouger 10 personnes. 100 personnes, c'est déjà beaucoup plus difficile. Et pour faire bouger des millions de gens,
c'est des masses énormes, hein, c'est des masses énormes, et c'est des effets de levier. Et pour l'instant, la France, qui quand même a eu un très haut standard social, faut pas oublier, ça ne va pas encore assez mal en France. Les gens ne souffrent pas assez. Il y a aussi toutes les aides sociales, toutes les, je sais pas comment on dit, les prothèses, qui fait que, notamment le RSA, le machin, etc., qui fait que pour l'instant ça tient encore. Et pour que ça tienne plus, il faudra encore que la crise s'aggrave, qu'on durcisse encore les conditions des chômeurs et les aides sociales, etc. Et pour l'instant, je vous fais remarquer que le système est fait pour que ce soit les classes moyennes et les gens qui travaillent encore qui payent pour ceux qui ne travaillent plus. Hein, ceux qui sont au-dessus ne payent rien. Et moi, quand j'ai dit les gilets jaunes, ça donnera rien, mais ça prépare la suite, ben, c'est ce qui est en train de se passer, c'est en train de retomber. Vous remarquez qu'on a réaugmenté l'essence, on a tout réaugmenté en douce, que le Macron n'a rien donné, il a rien donné. Et à un moment donné, il a dit je vais peut-être donner 100 €, il les a même pas donnés. Que aux élections européennes, il ne s'est strictement rien passé, puisque 65% c'est le macronisme, et puis le RN c'est 35%. Donc on sait très bien que finalement ça revient à zéro. Et on se dit on attend l'aggravation de la crise. Alors on l'attend. Et je vous dis, tant qu'on ne sera pas aux gilets rouges-bruns, c'est-à-dire à des gilets révolutionnaires qui cesseront de croire aux arnaques du RIC, auquel Chouard lui-même ne croit pas en réalité, on va dire qu'il fait un travail de préparation, mais lui-même il sait très bien que, je lui ai déjà dit il y a 10 ans, j'ai dit moi le RIC, nous on te le donnera, mais d'abord il faudra faire une révolution. Et une révolution, c'est ce que je dis aussi à, comment il s'appelle, à un mec qui est pas mal, là, le Belge, Bricmont. Parce que Bricmont, il me traite un peu de voyou. Mais j'ai dit, c'est bien les analyses que tu fais, Bricmont. Mais il faut faire la révolution. Et la révolution, c'est tuer des gens. C'est à un moment donné, il faut des brutes, tu vois, des mecs qui se salissent les mains. J'ai dit, toi, tu veux bien faire le commentaire, tu veux la révolution, mais tu montes du doigt les mecs comme moi parce qu'ils incarneraient une certaine brutalité. Mais en fait, ça, c'est un truc de ce qu'on appelle ne pas assumer. C'est qu'il faut bien que des mecs, à un moment donné, fassent le boulot. Comme disait Mao, là où le balai ne passe pas, la poussière ne s'en va pas toute seule. Or, à un moment donné, on a fait la belle analyse, bien belle qu'on a fait devant vous. Alors, on peut la faire de manière un peu brutale comme moi, ou plus traditionnellement intellectuelle comme lui. Mais à un moment donné, il va falloir prendre les armes. Et les gens qui ne veulent pas rendre le pouvoir et qui vous envoient la police avec les flashballs sur la gueule, il va falloir les attraper et leur couper la tête. N'oubliez pas que la Révolution française, c'est quoi? C'est comme Daesh, hein. C'est la guillotine, hein. C'est des têtes au bout de pique, hein. Qui est prêt à faire ça aujourd'hui? Même les gilets jaunes des ronds-points sont encore trop gentils. Ils veulent que ça se passe en douceur. Écoutez-nous, quand même, on souffre, etc. On n'est pas encore au niveau de radicalité de la révolution. Et la révolution, excusez-moi, c'est des gens à un moment donné qui n'ont plus rien à perdre réellement, qui ont été humiliés, manipulés et trahis à un tel point qu'ils sont prêts à mourir pour, et que leurs femmes leur disent vas-y aussi, parce que la femme, les gosses sont en train de crever. Donc au début elle dit n'y va pas, tu vas te faire buter sur la barricade, et puis à un moment donné elle dit vas-y, parce que la femme c'est fondamental, vas-y parce que finalement, vas-y te faire crever sur la barricade, parce que de toute façon nos gosses sont en train de crever de faim, vous voyez. Et le moment où la femme autorise le mec à y aller, c'est un moment important. Les 3/4 des mecs qui sortent des combats sociaux, c'est à cause de leur bonne femme, hein. Arrête de faire le con, ça suffit, t'as déjà eu 2 fois les flics, la garde à vue, j'ai été convoqué à l'école, vous voyez, tout ça je le connais, hein. La directrice nous a convoqués à l'école, la fille dit des trucs en classe sur la Shoah, bah oui, elle a entendu des trucs, et elle fait, tu vois. Et pareil, le milieu de l'éducation nationale, c'est qu'un milieu de capots, de flics, etc. Il y a plein de profs qui sont avec nous, mais ils disent, on serre les fesses, on essaie de pas se faire remarquer pour l'instant, en France, on a mis tout un système de délation et de punition qui est incroyablement efficace, hein, notamment l'éducation nationale. Et puis même tous ces gens-là sont recrutés. Le critère maintenant de recrutement de tous ce qu'on appelle les corps constitués, c'est la Shoah. Hein. Vous avez une étape Shoah. Si vous passez pas l'étape Shoah, vous êtes ni flic, ni prof, ni quoi que ce soit. Hein. Et c'est là où je dis que je ne crois pas dire des conneries, contrairement à ce que croit un crétin comme David Lépée, qui est rappeur trotskiste suisse. C'est qu'effectivement, la question surdéterminante en termes de sens, c'est la question shoatique. Hein. Tous ceux qui ont passé des concours pour rentrer dans les administrations, à un moment donné, il y a cette question-là, il faut y répondre correctement. Hein. Sinon, vous avez beau avoir 18 de moyenne partout, vous dégagez. Hein. Le nombre de témoignages de flics, de gendarmes, de machins, de trucs, de pompiers et de profs qui m'ont dit j'ai sauté, c'est parce que j'ai pas assez bien répondu sur la question de la Shoah. Et c'est ce que m'avait dit Le Pen. Il m'avait dit j'ai rencontré les Bronfman aux Amériques à l'époque où on m'avait dit on peut peut-être faire de vous le Reagan français. Et la question que lui a posée Bronfman, c'est par rapport à Israël, qu'est-ce que vous en êtes? Et Le Pen a répondu bêtement, je ne ferai jamais rien qui soit contraire aux intérêts supérieurs de la France. Et ben, ça a été fini. Fin de la carrière politique, vous voyez. Donc voilà. Je répète bien que la question surdéterminante en dernière instance, c'est la Shoah à Israël. Donc ça prouve bien que c'est là qu'est le pouvoir et que c'est là qu'est le combat. Voilà. Hein. Celui qui me dira le contraire, qui vienne vraiment m'expliquer.
Et s'il a raison, je demanderai pardon. Hein. J'irai à Yad Vashem et je nettoierai moi-même la dalle avec ma langue. Mais pour l'instant, ça fait 20 ans que j'y réfléchis, même plus. Hein. J'y réfléchis depuis 1984, assez quotidiennement. Et plus ça va, plus je pense que j'ai raison. Voilà. Sur la question du coupage de tête, c'est vrai que l'obscénité de voir Étienne Chouard débattre avec Elisabeth Lévy ou Raphaël Enthoven, je veux dire, avec ces gens-là, effectivement, quand on a compris ce qu'on a compris, on ne débat pas, c'est vrai. Je vais être gentil, on dit simplement, on leur ferme leur gueule. Mais on ne parle pas avec ces gens-là, c'est jouer leur jeu. Et là, on renoue effectivement avec les thématiques, les problématiques profondes des syndicalistes révolutionnaires. C'est la question de la violence politique. Réflexion sur la violence de Georges Sorel, et la question de la conscience de classe. Donc la réponse au monsieur, c'est effectivement quand est-ce que les gilets jaunes, pour synthétiser, auront la conscience de tout ce qu'Alain vient d'expliquer, donc en gros de tout notre paradigme. Donc faire sécession, oui, au niveau individuel, c'est vrai que ça pourrait être quelque chose. Après, la question de la politique, c'est quand même, comme Rousseau et le contrat social, c'est gérer l'individu et le collectif en même temps. Et là, il va falloir agir au niveau collectif. Donc, voilà. D'ailleurs, pour répondre encore, moi j'ai beaucoup d'amis qui suivent ce que je fais, qui sont des expats. Il y a beaucoup de Français qui ont quitté la France. Hein. Et je dis, le seul intérêt de la crise, c'est que ça va tellement mal en France que pour la première fois, on a des diasporas un peu partout. Parce qu'en fait, les gens se barrent. Les gens qui veulent avoir un avenir en France, qui veulent avoir un avenir en France, qui ont 30 ans et qui ont réellement des moyens de réussir leur vie, ils sont partis. Et moi, j'ai des mecs qui me disent bravo pour ce que tu fais, tu tiens la baraque. Ce genre, je tiens la baraque, vous voyez, en attendant. Et les mecs, ils sont au Vietnam, ils sont à Hong Kong, ils sont en Amérique latine, et ça, faut le voir. Hein, alors, il y a la fuite des cerveaux des petits cons qui ont fait Sciences Po et qui font des masters et qui rêvent que de faire des stages en Angleterre et à Wall Street, hein, les brancos en fait, hein, parce que c'est de là qu'ils viennent. Et puis il y a l'autre fuite des cerveaux qui est les mecs qui en ont plein le cul de la surfiscalisation française. La France est un pays de rentiers et de parasites qui non seulement parasite le travail, mais empêche le travail. Dès que vous montez une entreprise en France, l'URSSAF vient voir comment elle pourrait vous baiser la gueule. Ils attendent même pas que vous ayez fait un rond de bénéfices. C'est une tradition française, hein, le parasitisme, faut pas oublier. Hein. Ça vient de la société de cour, hein, ça vient de Versailles, ça vient de Voltaire. Vous voyez, ce qui compte, c'est les beaux parleurs en France. C'est pas le cas en Allemagne, c'est pas le cas. On voit dans des pays où on met moins haut le baratin et plus haut le travail. On favorise plus les ingénieurs. En Corée du Nord, tous les jeunes ils veulent être ingénieurs atomistes. Vous voyez, et donc ils font des maths. Et personne veut être philosophe. Ouais. Voilà. Et nous, on a quand même une tradition de parasites liée au fait qu'on aime les femmes et la bouffe aussi. C'est très lié. Hein. Il y a 5 fois plus de restaurants en France qu'en Allemagne. Hein. C'est pas. Et puis là-bas, ils bouffent que des saucisses. Nous, on fait des émissions de chefs. Vous avez remarqué qu'en ce moment, la propagande française, c'est la France, c'est la bouffe. On fait des gâteaux et pour faire venir les touristes et qui disent quand même en France on mange bien. Bonjour, on a été la grande nation à une époque. Aujourd'hui, on vous explique que le Français doit apprendre à bien servir le touriste chinois. Et le maître juif évidemment, mais le touriste chinois, américain, machin, etc. Sourire et bien préparer la bouffe. Il y a vraiment ça. Et il y a un vrai problème en France sur nos élites parasitaires qui vivent sur le dos du travail et même détruisent le travail. Parce que vivre sur le dos du travail, c'est déjà pas terrible, mais qu'en plus vous détruisez. C'est-à-dire qu'on est passé aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, on est passé du racket. C'était quoi le mot que j'employais parce que le racket, c'est on vit dessus, au pillage. Voilà, on est passé du racket au pillage. Avant, on rackettait Alstom. Maintenant, on a fourgué Alstom à une entreprise en faillite qui s'appelle General Electric, et on est en train de se rendre compte de ce qu'on savait. C'est qu'ils sont en train de licencier une entreprise où on était leader mondiaux au niveau du savoir-faire sur les TGV, les métros, etc. Et ça s'est fait par Macron. Et puis le patron d'Alstom qui a généré la vente et qui a touché la rétrocommission, regardez son nom et de quelle communauté il est. Vous voulez parier avec moi? Vous cherchez, vous trouverez. C'est un musulman, c'est sûr. Encore un bon catholique de souche et un bon musulman. Vous voyez. Donc on est passé du parasitisme relatif à un parasitisme intégral, et aujourd'hui même du parasitisme au pillage. Parce que comme les gens qui sont à la tête du pays pensent que ça risque de péter bientôt, quand vous avez des films sur la mafia, les mecs ils rackettent le restaurant. Puis à un moment donné, quand ça devient trop visible, ils y foutent le feu pour toucher l'assurance et se barrer. Et là, on est passé dans la phase, avec la vente de la Française des Jeux, avec la vente de l'aéroport de Roissy qui est rentable, etc., du parasitisme au pillage. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas d'autre alternative à la révolution en France, et à la révolution telle que je la décris. Tout le reste, c'est l'effondrement terminal. Hein. Donc voilà. Donc de toute façon, soit la France sera sauvée, comme le dit Pierre Hillard, par une intercession divine, soit de toute façon elle disparaîtra et sera ravalée au rang de ce qu'est l'Autriche aujourd'hui. C'est-à-dire un tout petit pays où il y a une fois par an un bal, parce qu'on se rappelle des danses, de la valse de Strauss.
Et on a oublié que ça a été l'Empire austro-hongrois, vous voyez. C'est ça l'alternative. Hein. On va devenir rien du tout, ou alors se faire une révolution qui fait qu'effectivement la France c'est quand même un grand pays qui, là c'est ce qu'on appelle les systèmes mondes, c'est un autre sujet. On est un des rares pays au monde qui a une proposition universelle. Hein. Il y a la chrétienté, il y a l'islam, il y a le communisme, il y a le marché. Et il y a en fait l'universalisme français. Il n'y en a pas 36. Hein. Le judaïsme, c'est pas un système monde, parce qu'un système monde, ça va être égalitaire. On vous propose d'adhérer à un truc parce que vous pouvez y avoir droit comme les autres. Jamais les gens ne se soumettent à un système où on dit tu vas être mon esclave. Jamais. Hein. C'est pour ça que l'Empire romain est passé des légions au christianisme, parce qu'il fallait maintenir un empire sans la violence, parce que la violence, comme on dit, on peut tout faire avec des baïonnettes sauf s'asseoir dessus. Ça coûte cher et ça ne apporte pas grand-chose. N'oubliez pas que l'islam, c'est pas seulement la mosquée, c'est le souk. C'est en fait un empire de commerce. Hein. C'est ce qu'on essaie de cacher. Et s'il n'y a pas de possibilité de faire du gagnant-gagnant, ça ne marche pas. Et l'Empire romain, d'ailleurs, à l'époque où ils n'étaient pas passés au christianisme, avait une tradition qui était un peu la même chose dans un autre genre, c'était qu'ils acceptaient tous les dieux des peuples qu'ils avaient soumis. Vous voyez, le principe du panthéon. C'est-à-dire que par les dieux, les autres finalement pouvaient en être, hein, des Romains. Hein, voilà. Et en fait, il y a deux systèmes inégalitaires qui ont tenté de régner récemment. Il y a le national-socialisme allemand, le nazisme, qui disait « Nous sommes la race des seigneurs, on va tous vous botter le cul ». Et ben, à un moment donné, tout le monde s'est révolté contre eux, hein, parce que c'était pas acceptable. Et Hitler s'est rendu compte qu'il aurait dû mieux fait de proposer autre chose, l'Europe, voilà, le gagnant-gagnant. Et depuis qu'Hitler est mort dans le bunker, ça s'est tombé. Ça s'appelait la race des seigneurs, Germania et le Reich pendant 1000 ans. Qu'est-ce qui reste en place comme comment dirais-je, système monde inégalitaire? Le judaïsme, qui a prétention à dominer le monde au nom d'un principe d'inégalité. Ça ne peut pas marcher. C'est un vrai. Les gens ne peuvent s'y soumettre que parce qu'on leur ment, et ils ne peuvent que s'en rendre compte au bout d'un moment, et ils ne peuvent que se révolter. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faudrait arriver vite à la solution que je préconise. Parce que de toute façon, ça va finir par péter. Et plus ça pètera tard, plus ça pètera fort. Et comme je le dis, moi les Savoyards, moi je suis Savoyard depuis 17 générations, il n'y a jamais eu de Shoah pour les Savoyards. Hein. Par contre, il y en a d'autres, tous les 33 ans, ils se font virer de partout où ils ont mis les pieds. Hein. Ça fait 2500 ans que ça dure et ça s'est jamais arrêté. Donc à un moment donné, qu'ils réfléchissent. Et peut-être qu'ils virent le CRIF et les connards qui les amènent droit dans le mur, et qu'ils écoutent Soral et qu'ils disent oui, on est d'accord avec Soral, on veut juste être des Français en France, et c'est bien, les mecs, vous êtes dentistes, vous êtes chirurgien esthétique, vous êtes heureux comme Dieu en France, pourquoi vous suivez Bernard-Henri Lévy, Netanyahou, et machin, etc. Pourquoi? À un moment donné, on vous a émancipé au nom de quoi? De l'égalité citoyenne et de la religion dans la sphère privée. Le pacte républicain dit bien ce qu'il était. Or, il a été trahi totalement. Les gens, au lieu de devenir des bons citoyens, se sont servis de la citoyenneté pour nous baiser la gueule, je veux dire, et nous soumettre. C'est ce que je dis au tribunal à chaque fois. Hein. Je dis voilà, est-ce que c'est la loi de la République qui s'exerce ou est-ce que c'est un tribunal rabbinique? Qu'est-ce qu'on me reproche? On me reproche mon insoumission au peuple élu, c'est tout. Hein, c'est clair. Le reste, c'est de la flûte. Tout le monde l'a compris. Voilà. Donc, on en revient toujours à ça. L'épreuve de vérité s'approche et elle sera celle-là et pas une autre. C'est ce que j'ai dit à pas mal de gens en privé, et ils me disent « Ouais, t'as pas tort, mais ça fait froid dans le dos. » Je dis « Ouais, mais à un moment donné, on ne fait pas d'omelette sans casser l'eau. » Juste une petite retour sur Benalla, peut-être pour Pierre Debrague. Vous nous avez promis une petite analyse tout à l'heure, donc ouais, savoir... Ça ressemble à un règlement de compte. Sur Benalla? Ouais, sur l'affaire Benalla, ouais. Oui, bah, sur l'affaire Benalla, effectivement, ce sont les réseaux atlantocionistes énervés par la gestion macronienne de la France. Si vous voulez, c'est les réseaux que j'ai décrits tout à l'heure. C'est d'un côté le réseau euromondialiste, représenté par Macron, le traité transatlantique, etc., qui sont plutôt sur une gestion économique de la France et administrative. Et les réseaux néoconservateurs, atlantocionistes, CRIF, voilà, durs, qui sont sur la défense d'Israël, stricto sensu, qui sont surtout les gros bourrins dont on parle assez facilement. Et ces réseaux-là, énervés par le fait que Macron n'ait pas accédé à leurs requêtes en termes de restriction de la liberté d'expression, notamment par rapport à nous, par exemple, par rapport à la question israélienne, parce que Macron, il avait fait des petits actes velléitaires d'insoumission par rapport à Céline, par rapport à Maurras, par rapport à tout un tas de choses. Et en fait, le réseau atlantocioniste a mis la pression sur Macron. Macron
résister pour tout un tas de raisons qui lui appartiennent, en partie son arrogance, parce que il se croit tout permis, parce qu'il est le big boss élu de la mondialisation, etc. Et il se croit dans son plein droit. Et surtout, il n'a pas été coopté pour ça. C'est-à-dire que Macron a été recruté pour mettre au pas, de manière juridique et administrative, et donc fiscale, la France, et la noyer dans ce qu'on appelle l'euro-mondialiste, alors qui se casse la gueule, parce que le traité transatlantique, le TAFTA s'est cassé la gueule, parce que Trump lui a mis un coup de pied au cul. Mais voilà, c'était deux prérogatives différentes, et Macron a énervé pas mal de réseaux de pouvoir. Donc ce réseau-là, aussi le réseau franc-maçon, parce que Macron a voulu faire des réformes au niveau politicien français, et a mis de côté, a tenté de couper certains, ce qu'on appelle des fromages républicains, qui profitaient, qui sont des privilèges de... Le Conseil économique et social. Voilà, notamment le CESE, qui sont des privilèges de francs-maçons, bourgeois, bien enracinés, bien français. Et il n'est pas encore allé en Israël, ça fait 4 fois qu'il n'y va pas. Et Macron multiplie les petits gestes d'insoumission comme ça, pour voilà, encore une fois, pour tout un tas de raisons qui lui appartiennent. Et donc ces réseaux-là ont commencé à lui mettre la grosse pression pour lui dire il faut que tu t'alignes, il faut que tu corriges ta ligne. Et avec toute son arrogance, il ne l'a pas fait, et a commencé effectivement l'affaire Benalla, et elle a pris les proportions qu'elle a pris, parce qu'il a continué à ne pas se coucher. Alors pour l'affaire Benalla, abonnez-vous à Faits et Documents. Là, vous avez toutes les informations les plus sérieuses sur les réseaux, les problèmes qu'il y a derrière. L'affaire Benalla, c'est très proche de l'affaire Balkany. Ouais. C'est que c'est le lien entre Macron et des biens non déclarés, non su qu'il a au Maroc. Au Maroc, ouais. Voilà, qui a beaucoup d'argent. Et en fait, avec l'affaire Benalla, ils font pression sur Macron pour qu'il se soumette. Et c'est toujours ces deux versants de la pyramide. C'est d'un côté les mondialistes LGBT, où là c'est Macron se frottant avec des blacks, et de l'autre côté les nationaux sionistes. Hein, c'est ces deux, même si ça finit, comme je le dis, à chaque fois à Jérusalem, mais il y a quand même des tensions. Et Macron est très, on va dire, euro-mondialiste, LGBT, c'est un peu Soros, vous voyez, le chef, et de l'autre côté c'est Netanyahou, et ils essayent de lui tordre le bras. Mais comme il est président de la République française, et que De Gaulle a mis en place un système qui s'appelle la Ve République, qui donne beaucoup de pouvoir au président de la République, et qu'il est président de la République, quand l'affaire il a dit c'est moi le responsable, venez me chercher. Alors en même temps, il est dans son bunker, et ils lui font sauter, vous avez vu, son ministre de l'Intérieur, qui était un cadre franc-maçon lyonnais, et après il n'a plus qu'un joueur de poker marseillais, je suis désolé, mais c'est pas le même niveau en termes de réseau, il faut toujours analyser en termes de réseau. Et en fait, il est un peu assiégé dans son bunker, et comme c'est un mec qui a été mis au pouvoir de manière sans mener tous les combats politiques des autres qui sont des rituels de soumission, qui sont prêts à tout accepter. Il a l'arrogance des Kennedy, vous savez, comme c'est le père qui avait fait le sale travail pour eux, et ils se disent... quand même, je suis président. Quand l'autre lui a levé le bras là, au diagriff, il a dit bon, ça suffit. Il lui dit bon, ça suffit. Ça l'a agacé que l'autre lui lève le bras. Alors qu'un mec comme Hollande, on peut lui mettre le bras dans le cul, il y a aucun problème. Le mec pour arriver là où il est, non mais c'est vrai, c'est que des rituels de soumission et d'humiliation. Hein. Pour arriver à la présidence de la République, compte tenu de ce que c'est, vous devez être capable de tout avaler, c'est le cas de le dire, et par tous les orifices. Et il se trouve que Macron, qui a été mis au pouvoir par Attali, par le haut, sans avoir jamais fait aucun effort, il a l'arrogance des mecs à qui on n'a pas imposé les rituels de soumission. Et du coup, il est étonnant, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut surtout pas y toucher en ce moment. Il a des réactions étranges. Alors on le traite de jésuite maintenant. Les francs-maçons le traitent de jésuite. Il se fait attaquer régulièrement par les sionistes en disant qu'il a envoyé par exemple aucun représentant du gouvernement à la commémoration de l'anniversaire de la création de l'État d'Israël. Il a envoyé personne. Et il s'est fait remonter les bretelles par Meilleur Habib. Par Meilleur Habib. Donc en fait, il se passe des combats à plein de niveaux. Hein. C'est-à-dire que Macron essaie de survivre aux gilets jaunes d'un côté, il se prend l'affaire Benalla de l'autre, et... il mène ses petits combats, et je vous dis, il commence à devenir intéressant, parce qu'il a une petite dimension de dingue. Il y a des gens qui pensent que c'est un psychotique. Il a été mis d'ailleurs au pouvoir en tant que dingue pour obéir. Parce que le principe, c'est de faire payer à la France la dette. Hein. Donc il faut détruire tout l'État-providence, etc. Et donc il fallait un espèce de dingo narcissique qu'on n'a rien à foutre de la question sociale, et qu'on puisse manipuler. Or, il se trouve que le mec a des dimensions pathologiques qui peuvent devenir, en période de crise aggravée, intéressantes. C'est-à-dire, on n'est pas à l'abri qu'un jour, ils nous sortent un truc bizarre, ou une insoumission, un truc. Et c'est pour ça que je dis, il faut surtout pas le virer maintenant. C'est la dialectique, et c'est ce qui explique qu'Alain soit pas en prison. Ouais, parce que les gens qui font pression pour qu'Alain aille en prison, c'est le réseau CRIF.
le réseau atlanto-sioniste. Et Macron, par son intermédiaire, le procureur de la République, c'est lui qui l'a nommé récemment. Rémi Hetz, je crois, enfin bon bref, c'est lui qui résiste en fait à ces injonctions qui sont complètement illégales, puisque comme l'a démontré maître Damien Viguier, le mandat d'arrêt pris contre Alain Soral était totalement illégal. Donc on a ce rapport de force au sein même des élites. Donc le CRIF déteste Macron pour tout un tas de raisons, parce que c'est le réseau Attali et c'est pas la même chose, mais ils peuvent se mettre d'accord de point de vue de manière dialectique. Comme il y a quelques semaines, ils voulaient le virer. Là, finalement, il s'est stabilisé, la bourgeoisie s'est recentrée sur les élections, on l'a vu sur les élections européennes, parce que Macron incarne la défense de la survie de la démocratie, de la République, de la bourgeoisie, etc. C'est ce qui explique que les Républicains n'existent plus et qu'ils sont recentrés, la bourgeoisie de droite s'est recentrée sur Macron, parce que ça reste quand même la bourgeoisie avant les valeurs de droite, et Bellamy, avec son conservatisme, Cato, machin, il a fait que 6 ou 8%. Et en ce moment, ils sont en train de se dire, bon, on peut peut-être garder le statu quo et on peut peut-être garder Macron au pouvoir. Donc ils n'ont pas trop les moyens. Jusqu'à ce que ça bouge. Ils n'ont pas remplacer Macron, on ne sait pas par quoi. Oui, ils ont pas pour de plan B, vraiment. C'est le garder et ils lui tordent un peu le bras sur certains sujets. C'est un peu le principe. Et vous remarquez d'ailleurs qu'ils ont fait la même chose pour Mélenchon, ce qui a fait exploser Mélenchon. Mélenchon, il avait une voie royale qui était le populisme de gauche, il en avait envie quelque part, ce que j'appelais sa tentation d'oriotiste, vous voyez. Et en fait, à un moment donné, il s'est chopé les deux trucs typiques. La franc-maçonnerie a commencé à dire qu'ils allaient le virer, et il est membre du Grand Orient, et il est vénérable du Grand Orient. Et il s'est pris exactement comme Marine, un super descente de flics, et on l'a attaqué sur les comptes de campagne. Sachant qu'il n'y a pas de règles sur les comptes de campagne, on peut décider que vous avez outrepassé, c'est une décision comme ça. Et là, ils l'ont ramené du camp du souverainisme dans le camp du gauchisme. Et du coup, il s'est affaibli électoralement parce qu'il a viré tous ces cadres souverainistes intelligents. Et comme il a été ramené dans le camp du gauchisme, il a fait une catastrophe aux élections. Parce qu'en fait, l'avenir, c'est le souverainisme, qu'il soit de gauche ou de droite. C'est l'exemple italien avec 5 étoiles et la Liga. Et du coup, il a fait un bide alors qu'on lui a tordu le bras. Et du coup, les gauchistes le pouvoir qui lui a tordu le bras pour faire le gauchiste, aujourd'hui est en train de le faire virer par les gauchistes. Avec Clémentine Autain, cette conne que j'ai connue, mais qui est vraiment la lie de ce qu'on peut imaginer comme malhonnête, menteuse, soumise, bête, etc. Elle est en train de lui dire, on va le virer, il nous a fait perdre. Vous voyez comme c'est pervers la politique. Hein. Alors que le pauvre Mélenchon, il avait une voie royale vers le pouvoir ou le partage du pouvoir qui était le souverainisme de gauche à l'italienne. Ils l'ont empêché d'y aller. Comme il n'y est pas allé, il s'est pété la gueule, et maintenant qu'il s'est pété la gueule, tu t'es pété la gueule, tu dégages. Et le type, en plus, ne peut rien dire, parce que comme ça fait des années qu'il est là, il a toutes les casseroles qu'a Fillon. N'oubliez pas que ces mecs-là, pour ça aussi, pour ceux qui ont pu rêver sur Mélenchon, vous pouvez rien attendre de Mélenchon de réellement passer à une rupture radicale nécessaire, parce que ça fait 35 ans qu'il bouffe du système. Donc on peut lui sortir toutes les casseroles qu'on veut, il était 2 fois sénateur, machin, etc. Or, comme la politique, c'est que des privilèges, à la limite de la légalité ou pas, par exemple donner de l'argent à sa femme sur son enveloppe, totalement normal. Votre femme est votre seule personne de confiance pour gérer les appels téléphoniques, les machins. Ce qu'on a reproché à Fillon, on avait fait une liste qu'on pouvait le reprocher à 140 élus pratiquement, et exactement pareil à Mélenchon. Et en fait, jamais, autant je crois qu'un mec comme Lassalle pourrait demain incarner quelque chose, vous voyez, un berger basque qui doit de compte à pas grand monde, vous voyez. Un mec comme Mélenchon ne peut pas, parce que même s'il a tout compris et même s'il aimerait, le problème, il peut pas gommer ses 35 ou 40 ans de politique professionnelle où il a avalé toutes les couleuvres, il a collaboré à des tas de trucs, et les propres types qui le gèrent peuvent le balancer du jour au lendemain. La politique est ultra cruelle. Hein. Alors, et il menace Marine de la même manière. Regardez Marine, elle ne sort plus de l'UE, elle ne sort plus de l'euro, mais aujourd'hui elle est première de machin, elle va avoir je sais pas combien de députés européens, du pognon, et ça permet de se refaire la cerise par rapport au fait qu'ils lui demandent de rembourser 300 ou 600 000 euros. C'est-à-dire que c'est d'un côté, on te menace de faillite, de l'autre, on te remet en selle, mais en fait, tu fais pas de politique. La réalité, c'est qu'il y a de moins en moins de politique. Et si vous regardez aujourd'hui, si vous regardez le panorama général de ce qu'a donné les européennes, il y a de la politique pratiquement nulle part, parce que même un mec comme Asselineau, il dit sortons de l'euro, l'Union européenne, sortons de l'Union européenne, mais par ailleurs, il coopte le fils d'Enthoven, un petit gamin de 18 ans, pour envoyer des signaux, et là, ils viennent de créer une fraternelle franc-maçonne. Hein. Oui. Il y a beaucoup de francs-maçons autour d'Asselineau. Voilà, à un moment donné, on fait pas d'un âne un cheval de course, quoi. Je veux dire, c'est pas possible. Et comme disait Staline, la pomme tombe rarement loin de l'arbre. Hein, voilà. Donc moi, Asselineau, c'est un mec qui a mon âge. Imaginez, il a mon âge. Hein. C'est un bon bourgeois qui doit passer la moitié de sa vie à table. Je veux dire, si jamais à un moment donné, il était réellement dangereux, le pouvoir s'amuserait simplement à outer ses gosses et sa femme. Sa femme est prof à la Sorbonne, je sais pas trop quoi. D'un seul coup, on le secoue. Le mec, il fait sous Louis. Ça part. Il sait pas.
La catégorie fondamentale de la politique, c'est la peur. N'oubliez pas ça. Et ce qui engendre la peur, c'est la violence. Et dans le temps, il y avait la peur de la damnation. C'est la grosse différence avec aujourd'hui. On pouvait juste, en vous excommuniant, arriver à vous soumettre pour un roi, vous voyez. Aujourd'hui, la seule peur, c'est la peur physique. Et avant, c'est la peur de pognon. Le pognon, le déshonneur mondain, c'est-à-dire qu'on vous laisse plus rentrer au restaurant. Vous voyez, moi, mon problème, c'est ça. Je peux pas me balader dans la rue, je peux pas aller dans tel resto, je risque de me faire insulter, machin, etc. Je sors avec un garde du corps, etc. Mais en fait, voilà, c'est la peur, et la peur, c'est la violence. Et la violence ultime, c'est le pétage de gueule. Or, quel est l'homme aujourd'hui politique déjà en place qui serait capable de courir les risques que je cours moi déjà maintenant? Qui? Même Le Pen ne l'a jamais fait, excusez-moi. Le point de détail, c'est déjà une foirade. Hein. C'est une escroquerie qu'il aurait dû dire, pas un point de détail. C'était tout sauf un point de détail. C'était le truc sur lequel gravitait la totalité du monde. La Shoah, c'est pas un point de détail. Hein. Ça a remplacé le Golgotha. Hein. Voilà. Or, le jour où il a dit ça, il a foiré. Et non seulement il a foiré, mais il a pris 130 briques d'amende, bien qu'il n'y avait pas encore la loi Guesso. Donc en fait, on n'a jamais eu depuis très très longtemps un type qui tient radicalement tête en France. Parce qu'en fait, ça fait très très longtemps que les gens que je décris sont au pouvoir. Vous lisez tout Snell, c'est quand même pas d'hier. Hein. L'affaire Dreyfus, c'est le dernier bottage de cul, à la limite d'une certaine aristocratie française qui s'était réfugiée dans l'armée. C'est l'affaire Dreyfus. C'était déjà la fin de la mise au pas, l'affaire Dreyfus. Donc, les gens qui se disent ils ont peut-être pas mal de pouvoir, ils en ont trop, ils ont les pleins pouvoirs depuis 2 siècles. Hein. N'oubliez pas ça. Hein. Et aujourd'hui, vous pourriez plus éditer du Drummond. Enfin, quand j'ai édité Drummond, ça m'a été interdit par décision de justice illégale en plus. Hein. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais avec un jugement illégal. Hein. Parce que j'ai pas le droit d'éditer certains livres, moi, qui sont édités par 5 ou 6 autres éditeurs. Vous voyez ? Ce qui est totalement illégal. On est dans des justices d'exception. C'est-à-dire que la loi française, qui ne peut pas admettre la justice d'exception, sous la pression de cette communauté qui ne fait que du 2 poids 2 mesures, a réussi à tordre le bras de la justice républicaine française. Vous voyez ? Faut voir jusqu'où c'est allé. Et ça, c'est des analyses de l'effondrement du système français. Alors, heureusement, cet effondrement agace certains types. Et c'est là-dessus qu'on joue avec mon avocat. Hein. On est dans une logique sacrificielle de multiplier les raisons de procès pour obliger, notamment l'incarcération la dernière fois, 3 juges femmes ont délivré un mandat d'arrêt à l'audience. Heureusement que j'y étais pas, hein, sinon je partais en tôle direct, alors que c'est illégal. Et il a fallu que ce soit le procureur général de Paris qui fasse remarquer, non pas au juge, mais au CRIF, qui s'est dit comment ça se fait qu'il n'est pas encore au trou, que force devait rester à la loi. Et eux, ils ont dit oui, on veut l'application de la loi. Et on leur a dit presque à demi-mot, on parle de la loi républicaine, pas de la loi juive. C'est pas encore tout à fait la même chose, vous voyez ? Voilà. Et ce rapport des représentants politiques à la violence, effectivement, est fondamental, puisque pour encore boucler la boucle, c'est ce qui s'est passé avec Mélenchon, avec la perquisition. Il s'est chié dessus, parce que nous, on le sait grâce à Fait et Documents, notamment, il s'est littéralement chié dessus quand il a eu la perquisition, parce qu'il s'est fait lever au saut du lit avec Chikirou, son amante. Et là, il a commencé à se dire, ah oui, on en est là, voilà, la violence, il pourrait m'arriver bien pire si je continuais. Il a franchi la ligne, c'est-à-dire il est passé au souverainisme de gauche avec un espoir à l'italienne. Le message du système, ça avait été on te traite exactement comme un souverainiste, si tu fais le souverainiste. C'est-à-dire que ce qui est arrivé à tous les cadres du Front National, les mecs débarquent à 8h du matin au saut du lit, avec des gilets pare-balles, hein, attention, et armés, et les enfants se mettent à pleurer, ils piquent tous les ordinateurs et les téléphones portables. Et je vous dis que comme effet, c'est ultra violent. Et lui, qui était dans le confort de la politique de gauche officielle depuis des années, il a cru qu'il pouvait aller vers le souverainisme de gauche qui avait une petite voix. Et là, voilà. Et puis plus les comptes de campagne. T'as vu qu'on lui en parle plus, les comptes de campagne. À un moment donné, on va te redresser sur tes comptes de campagne. Et en plus, il a pété les plombs, genre la République, c'est moi, ma personne est sacrée. Et son propre électorat de fiotte ne peut pas supporter qu'un mec se comporte virilement, parce qu'en fait, pour eux, la virilité, c'est de droite. Vous voyez ? Donc il est même victime des catégories auxquelles il obéit depuis des années. Parce que, à la limite, un mec comme Le Pen peut faire ça, et l'électorat dit, il a des couilles. Mais avoir des couilles à gauche, c'est disqualifiant. Et résultat des courses, il a fait 6%. Et maintenant, il est en train d'essayer de sauver sa peau. Et quand vous avez la culture politique d'un Mélenchon, parce que c'est sans doute le mec le plus cultivé politique français, et sûrement pas le plus con, vous êtes obligé de négocier avec Clémentine Autain. Ça peut finir dans la page des faits divers. Hein. Et pourtant, Mélenchon, c'était le dernier hétéro de la politique française, presque. Et n'oubliez pas, c'est le seul qui a critiqué le CRIF et qui a encore fait des déclarations pro-palestiniennes. Le seul.
Le seul. C'est le dernier pro-palestinien et le dernier qui a dit le CRIF n'a aucune raison d'exister puisque la Constitution française ne reconnaît pas l'existence des communautés. La Constitution française, c'est que rien ne doit exister entre le citoyen individu et l'État. Sinon, ça s'appelle les corps intermédiaires et c'est l'Ancien Régime ou le fascisme. Hein. Et je le répète à chacun de mes procès. Je dis, je me fais attaquer par des gens qui ont les pleins pouvoirs en France par le dîner du CRIF, alors que non seulement ils représentent que 1/6 de la communauté qui prétendent représenter abusivement, mais ils n'ont pas d'existence légale selon la Constitution française. C'est-à-dire que Monsieur Khalifa est le mec le plus puissant de France, or selon la loi française, il n'existe pas. Le seul qui a osé lui rappeler ça, c'est Mélenchon. Et Mélenchon, pro-palestinien, encore résiduel, mais parce qu'il lui reste 2-3 trucs de son époque, disant la vérité sur le CRIF n'a pas à dicter la loi en France s'il n'existe pas, c'est vrai. Plus l'avenir, c'est la solution italienne, le souverainisme de gauche, et ça c'est ce qu'on appelle la tentation d'Oriotiste. N'oubliez pas que ce qu'on appelle les collabos, dont on vous dit que c'était des mecs d'extrême droite, toute la collaboration, l'aval d'Oriodéa vient de la gauche, hein. PS, PC, Socialo, hein, voilà, faut pas oublier. Hein. Et d'ailleurs, on peut peut-être se poser la question sur si la Révolution nationale c'était si terrible que ça au niveau du fond. Hein. En fait, tout ce qui s'est passé après du CNR, la moitié s'est repris de ça, hein, jusqu'à la fête des mères, etc., etc. Regardez le lien entre le projet du CNR, la Révolution nationale, et ce qu'on nous vend aujourd'hui comme des trucs de gauche. Souvent, ça remonte directement au pétainisme. Hein. Et là, on voit que systématiquement la gauche collabo, la gauche antisociale, file le bébé du mal à l'extrême droite, qui est tellement conne qu'elle accepte toujours le bébé. La colonisation est une volonté de gauche, vous le savez. C'est Jules Ferry. Hein. Et la droite n'en voulait pas. La droite n'en voulait pas. Regardez, hein, ça s'est fait par le toast d'Alger. Genre, vous pourrez, ils ont finalement accepté parce qu'on dit vous pourrez confessionnaliser, c'est-à-dire vous pourrez convertir au catholicisme. Mais la droite n'a jamais voulu la colonisation, et parce que le problème c'était l'Allemagne et surtout pas d'aller perdre son énergie en Afrique. Hein. Et d'ailleurs, Bismarck disait qu'il faut pousser les Français à la colonisation, ça les affaiblit en Europe et comme ça on sera leader en Europe. Donc en fait, on voit bien que la colonisation, comme la collaboration d'ailleurs, est un truc de gauche qui est déjà un truc anti-français. Et derrière, c'est les Rothschild. Hein, c'est les Rothschild et les Francs-Mac. Hein, intégralement. Et bien aujourd'hui, dans le discours dominant, la colonisation, c'est de droite et même d'extrême droite. La collaboration, c'est de droite et d'extrême droite. Alors que les premiers mecs qui ont rejoint De Gaulle, c'est les mecs de l'Action française. Parce qu'ils étaient anti-allemands hystériquement. Hein, voilà. Et tous les collabos, pratiquement, viennent de la gauche. Et bien aujourd'hui, on vous dit toujours, la gauche, c'est bien, et la droite, c'est mal. Et ce qui est incroyable, c'est que la droite, au lieu de dire, mais attendez, c'était nous la résistance. d'Étienne Dorf, machin, tous les mecs autour de De Gaulle, il y avait que des mecs de l'Action française. Eh ben non, ils acceptent de dire oui, nous sommes l'extrême droite. C'est vraiment l'extrême droite la plus bête du monde, parce que normalement ils devraient rappeler. Et même l'écologie c'est un truc de droite. Les champions de l'écologie, c'était les nazis. Enfin, révolution conservatrice, c'est nazi. L'écologie, c'est le régionalisme et l'écologie qu'on fait passer aujourd'hui pour les trucs de la gauche non marxiste, hein, de la gauche sociétale, c'est tous les trucs d'extrême droite. Et on n'entend jamais ce genre de vérité. Hein. Voilà, dans l'esprit des gens, tout ce qui est bien, c'est de gauche, tout ce qui est mal, c'est de droite ou d'extrême droite. Alors qu'en réalité, si on prend l'histoire, c'est une réalité historique. C'est la collaboration, c'est de gauche, la colonisation, c'est de gauche. Et aujourd'hui, tu vois des mecs de gauche qui ont historiquement participé à tout ça, qui crachent à la gueule de mecs d'extrême droite qui baissent la tête, alors qu'ils savent, ils ont la culture pour dire, mais c'est vous en réalité. Hein. N'oubliez pas que quand François Hollande président socialiste a été élu, le premier mec à qui il a été rendre hommage, c'est Jules Ferry. Regardez les discours de Jules Ferry sur que le devoir des races supérieures d'éduquer les races inférieures, c'est-à-dire la colonisation, et par la violence, hein, parce que c'est bien précisé, hein, un coup de pompe dans le cul. Hein. Et ben, les mecs se cachent même pas. Le mec, il va honorer Jules Ferry. Et tout le monde te dit, Jules Ferry, quand même, c'est la gauche, machin, etc. Ben non, selon les critères aujourd'hui, c'est l'extrême droite. Vous voyez ? Et c'est pour ça que si vous voulez faire péter les plombs à quelqu'un de bien pensant de gauche, vous lui rappelez que Hitler était végétarien, et vous lui rappelez que la Corée du Nord est le pays le plus écolo du monde. Voilà. Et pour finir, est-ce que regardez la tronche de nos représentants politiques français actuels, effectivement, est-ce que vous voyez vraiment des résistants, voilà, quand vous voyez de Asselineau à Dupont-Aignan, à Vauquiez, à Brossat... Et qu'on tous d'ailleurs fait un bide total. Parce que moi j'ai toujours dit, Asselineau c'est un excellent conférencier, mais c'est pas un politique. Alors, je sais ce que c'est moi qu'un politique. Parce que j'ai connu Le Pen, j'ai connu les mecs au PC, il y a un critère physique, hein, il y a un critère de virilité physique, hein, faut pas oublier. Et j'ai dit Asselineau, c'est un peu comme Raymond Barre, quoi. Tu le secoues un peu, il y a tout qui dégringole, et le mec il doit passer la moitié de sa vie à table, et je te garantis que il subit le 10e de pression que je subis, et il dégage, c'est clair, je le sais. Et d'ailleurs je lui reproche pas, moi je suis peut-être un peu dingue, il y a un truc, hein.
Mais c'est comme ça. Non mais Et moi, le seul mec que je serais capable peut-être de marcher derrière, c'est le berger. Lassalle, c'est Jean Lassalle. C'est Jean Lassalle, parce que le mec fait 1m95, il a l'accent du Pays Basque, il met un gilet jaune à l'Assemblée sans bouger comme ça. Et je me dis, lui, à la limite, s'il se présente à la présidentielle, je veux bien tenter le truc. Il y a peut-être un petit espoir. Mais les autres, c'est les bourgeois, quoi. Ah ouais. Mélenchon s'est chié dessus, Fillon s'est chié dessus en 5 minutes, et c'est la petite vanne qu'on fait entre nous, c'est que Trump, des affaires Fillon, il en subit 50 par jour. Voilà. Fillon, Ouais, il a suffi d'une pichenette. Voilà. À la France. Et puis on parlait de Villepin à un moment donné, c'est pareil. Villepin, à un moment donné, je me dis quand même, Villepin, tu sais avec qui il sort en ce moment? Non, Lambert Wilson. Oui. Non mais, je veux dire, c'est pas anecdotique. Pourquoi faut-il que tous ces mecs-là aujourd'hui soient soit juifs, soit femmes, soit sodomites? Oui. Je sais pas s'il y a une dernière question. Mais c'est vrai que si on regarde que ça de la conférence, on va dire vraiment, c'est vraiment de très bas niveau. Mais en fait, voilà, on commence par le haut niveau et puis on descend progressivement. Parce que effectivement, c'est une pyramide. L'inversion du sens dans tous les sens. Le problème des délicats, c'est que ça fait rentrer un peu d'argent. Donc c'est toujours un plaisir de discuter, mais il faut faire rentrer un peu de pognon, parce que malheureusement, ça aussi. Nous, je vais vous dire une chose, hein, je me suis chopé tous les contrôles fiscaux parce que je m'étais amusé à dire que les Iraniens nous avaient financé pour rigoler. Alors, en fait, la seule chose que les Iraniens m'ont donné, c'est 1 kilo de pistache, comme vous le savez. Alors, j'ai eu droit à tous les contrôles fiscaux, ils n'ont rien trouvé. Ils m'ont quand même redressé parce que j'aurais eu un compte caché à l'étranger. Non, un compte non déclaré à l'étranger. En fait, c'est mon compte PayPal, c'est au Luxembourg. Et ils m'ont redressé sur plusieurs années parce que j'avais pas mis la bonne colonne, tout simplement. Alors je suis en procès, je suis en bataille avec l'État français, mais le fisc c'est tout puissant, donc je suis en bataille depuis des années sur ce terrain-là aussi. Mais la réalité c'est que ER, ce qui est incroyable, ne fonctionne qu'avec son propre pognon. Il a fallu non seulement que je mène ce combat politique, mais que je trouve à monter une économie pour pouvoir financer la résistance avec contre-culture, etc., etc. Et d'ailleurs, comment a répondu le système? Par les procès. Les procès, en fait, c'est quand même, au début c'était 4 000 €. Après, c'est monté à 12 000, après c'est monté à 30 000. Les 2 prochains procès que j'ai, ils demandent 80 000 €. Toujours les mêmes, hein, les parties civiles, là, les mêmes. Hein. Donc en fait, c'est même pas, il n'y a même pas de débat avec moi, c'est me tuer par l'argent, c'est tout. Et le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et ce qui est incroyable, c'est que je connais des tas de gens, comme quand même Dupognon, me disent bravo pour ce que tu fais, etc. Aucun pays étranger, aucun mec vraiment puissant qui a du pognon ne nous a jamais aidés. Le maximum qu'un mec m'ait donné à la structure, c'est 5 000 €, vous voyez. Ce qui est bien, hein, 5 000 €, mais des gens qui ont vraiment les moyens. Mais je veux dire, on mène ce combat avec des bouts de ficelle, quoi, à lance-boulette. Hein. J'aimerais bien un jour que Poutine se dise ça peut servir des DER, mais ça n'est jamais arrivé pour l'instant. Tout le monde attend de voir si on crève ou si on crève pas. Et je vous dis, le jour où on aura passé le pont d'Arcole avec le drapeau sans crever, ils viendront tous, hein, ça je le sais. Et puis on était d'accord, on attendait, on y était presque. Il y a des mecs qui me disent, Alain, je te soutiens. Je dis, où tu me soutiens? Où on est derrière toi? Je fais, passe devant plutôt. Et les mecs nous soutenir, ça veut dire, ce qu'ils appellent me soutenir, c'est en cachette, je suis d'accord avec toi. Je dis non, me soutenir, c'est soit parler de ce qu'on fait en nous défendant publiquement quand t'as les moyens, comme un journaliste ou un truc, ils se sont tous chiés dessus, là, tous mes copains, là, les TADI, les machins, etc. Ou alors tu donnes du pognon. Et je vous dis, là, une fois de plus, je vais vous flatter quand même, parce qu'il faut que je fasse un peu. Les gens qui donnent, c'est malheureusement les petites gens comme vous, les trois quarts. C'est les gens qui ont le moins qui donnent le plus. Hein. C'est ça qui est horrible, c'est que on ne vit que de l'aide de gens qui déjà ont du mal à croûter, mais qui eux se sentent le devoir et ont l'élan de nous filer les 10, 15, 20 €, les machins, etc. Les gros mecs pleins de pognon, les mecs, je vais vous dire ce qu'ils me proposent. Je t'invite dans mon... Alors, je vais pas dire des trucs trop précis pour pas qu'ils se reconnaissent, mais je t'invite à un safari en Afrique. Je dis, j'ai pas le temps, je veux dire... tu verras, c'est génial et tout. Je dis, non, les mecs, ils veulent, c'est s'amuser avec moi. Je t'invite sur mon yacht. J'ai un château, viens passer 15 jours. J'ai pas le temps, c'est pas ça que je veux. Je veux dire, moi j'ai besoin d'être au taquet, file du pognon à la... Pas à moi, parce que moi je suis sur... On me prend tout ce que je mets, ça ressort immédiatement. Chez Goldnadel, machin, etc. Bah oui, j'ai des échéanciers dans tous les sens, donc je suis obligé de me débrouiller. Enfin, je suis au SMIC, hein, de toute façon. Je suis au SMIC avec une arrêt saisi sur salaire sur un SMIC. C'est la manière officielle dont je vis. Vous doutez bien que
je me débrouille quand même un peu, mais je veux dire, c'est tout ça. Et les seuls gens qui donnent, c'est des gens comme vous. Et d'ailleurs, c'est ce que vous allez faire maintenant, en achetant des livres. Et non, pour essayer